la notion de victime en droit pénal n'existe pas. Et que donc, on va commencer par un énorme malentendu lorsqu'on va recevoir une victime, c'est qu'en droit pénal, elle n'a pas sa place dans le code. Donc, qu'est-ce qu'elle va être? Eh bien, elle va d'abord être plaignante, puis elle va être témoin, puis elle va être partie civile, puis elle ne sera jamais déclarée victime, puisque c'est l'auteur qui sera déclaré coupable, et que par conséquent, elle sera déclarée victime. Donc, on commence déjà notre relation par un immense malentendu, d'abord judiciaire, bien voulu par les textes, mais par un immense malentendu, premièrement, et deuxièmement, par un système d'inversion selon lequel c'est par voie de conséquent qu'elle va être reconnue victime. Qu'elle va être reconnue, victime entre guillemets, on est bien d'accord. Alors, on va cheminer sur ce mode-là. Et que va-t-il se passer? C'est qu'on va aller souvent on va dire, je suis un petit peu cynique quand je dis ça, mais de déconvenu en déconvenu, puisque elle va découvrir, lorsqu'elle va être plaignante, que finalement, face à elle, elle va avoir rapidement un gardé à vue qui sera, lui, présumé innocent. Alors qu'elle-même, j'ai entendu les très jolis poèmes d'Éden, elle disait « Je suis innocente ». Or, celui ou celle qui s'estime innocent dans la procédure, c'est bien la victime. Et là aussi, je serai très embêtée parce que je n'aurai pas d'outil à apposer à la présomption d'innocence pour dire, mais en face, on a une présomption, j'aime pas ce mot, mais de crédibilité, une présomption de véracité, une présomption d'humanité. Non, je n'ai pas de présomption. Donc là aussi, j'avance une nouvelle fois nue dans la procédure. Troisième problème, lorsqu'elle est entendue, elle va être entendue sans avocat. Parce qu'il n'y a pas, au jour d'aujourd'hui, le parallélisme de procédure entre l'auteur et la victime. Et que par conséquent, elle ne pourra bénéficier au jour d'aujourd'hui d'un avocat qu'à partir du moment où il va y avoir une confrontation avec l'auteur, qui lui est en garde à vue. Et puis après, eh bien, l'auteur, lui, aura toujours son avocat lors de tous les interrogatoires, lors de toute la garde à vue, et la victime sera toute seule, une nouvelle fois, si elle doit être réentendue sur certains points de la procédure. J'insiste d'autant plus que doit entrer en vigueur en 2014 une directive européenne selon laquelle l'avocat de l'auteur aura non seulement la capacité d'accompagner son client, mais aura également accès à l'intégralité du dossier, c'est-à-dire expertise ADN, expertise médicale, témoignage de tous les témoins, alors que la victime aura accès à rien. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, et on va encore avancer à l'aveugle. Et c'est cet autre problème qui est celui de l'imprévisibilité dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va avoir la connaissance dans le dossier et même la reconnaissance judiciaire, puisqu'il a sa place. Et de notre côté, nous allons avoir le silence judiciaire, voire même une forme de déni, voire même une forme de maltraitance institutionnelle. De maltraitance institutionnelle, pourquoi? Parce que j'estime que l'institution va se faire passer avant la victime, puisque c'est la gestion du dossier, donc la gestion institutionnelle du dossier, qui va prédominer l'intérêt de celle qui finalement a déclenché tout ce processus et qui devrait être, dans un premier temps, protégée. Alors, je vais quand même nuancer mon propos, puisqu'en 2014, là aussi, devrait être intégrée une autre directive, celle qui a fait l'objet de la réunion hier à la Chancellerie, où j'ai été également. C'est une directive selon laquelle il devrait y avoir un état des lieux de la victime qui est fait dès la plainte,
et qui pourrait donc permettre d'analyser les besoins de la victime. Alors, par qui sera-t-elle faite? Quel expert? De quelle façon? Avec quel matériel? À quel moment? C'est difficile. D'où la nécessité de mettre en place, dès le début de la procédure, un accompagnement psychologique fait par quelqu'un qui, comme Muriel, comme toutes les expertes que nous entendons aujourd'hui, soit présente mais à l'extérieur, soit là pour récupérer la victime au sortir du commissariat, puisque l'auteur a droit à un médecin en garde à vue, et la victime n'a pas droit à un médecin lorsqu'elle dépose plainte avant la confrontation ou après la confrontation. Il me semblerait extrêmement intéressant qu'elle puisse là bénéficier d'un soutien. Est-elle d'ailleurs en capacité d'affronter une confrontation si cette femme vient effectivement de subir les faits qu'elle dénonce? Donc, nous sommes dans cette carence qu'il faut affronter et qu'il faut affronter avec un accompagnateur psy. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter la colère. À partir du moment où une victime est en colère, elle devient difficile à auditionner, difficile à confronter. Il faut éviter parfois un petit... on a des interprétations sauvages que la victime va se faire à elle-même. C'est-à-dire que parfois, les femmes, lorsqu'elles se sont vues sidérées, elles se sont vues ne pas réagir, elles vont parfois penser qu'on leur a mis quelque chose dans leur verre. En fait, on leur a rien mis dans leur verre. Donc, si elles commencent à s'auto-interpréter sans accompagnement, qu'est-ce qui va se passer? On va leur dire « Ah oui, madame, ah, vous pensez que votre mari vous a mis quelque chose dans votre verre pour pouvoir tranquillement commettre tous les viols qu'il a commis cette nuit-là. Eh bien, nous allons faire une expertise sanguine. Expertise sanguine, il n'y a pas ni d'alcool, ni de médicaments dans le sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour le juge d'instruction, que la victime a menti. Si la victime a menti sur ce point-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a pu élaborer le reste. Et là, on va partir en live et on va surfer sur la présomption d'innocence qui va reprendre tout son sens. Alors, le problème, tu abordais de la colère. En fait, la colère, c'est bien que les victimes aient de la colère. Le problème, c'est que la justice n'est pas capable de l'entendre. Alors, le problème, c'est que nous avons d'un côté une victime qui est confrontée à sa problématique et de l'autre côté, un juge d'instruction, et là j'ai envie de juge d'instruction, qui ne connaît pas, ne comprend pas et n'a pas été formé à la problématique post-traumatique d'une victime. Et donc, les questions qu'il va poser vont être des questions à contresens, c'est-à-dire combien de temps ça a duré? Mes clients me disent, mais attendez, je ne peux pas savoir combien de temps ça a duré. Enfin, madame, vous y étiez ou vous n'y étiez pas? Alors, évidemment, la victime se liquéfie en se disant, mais où est-ce que je suis? Ah bon, vous ne savez pas combien de temps ça a duré? Combien de fois il vous a violé? Plusieurs fois, mais plusieurs fois. Alors, quand c'est plusieurs fois, comme c'est parfois le même scénario, est-ce que c'est 3 fois, 4 fois? Ah bon, mais madame, attendez, vous n'étiez pas vierge, je voulais savoir combien de fois on vous a violé? Non, c'est plusieurs fois. Ah bon, vous ne savez pas combien de fois on vous a violé? Monsieur a-t-il éjaculé? J'en suis pas sûre, j'avais tellement peur, j'étais menacée de mort même. Bon, vous ne savez pas. Et si vous voulez, comme ça, par des questions qui ne sont pas des questions ouvertes, mais qui sont des questions jugeantes, on va remettre en question la vérité psychique de ce que dit la victime. Donc la vérité. Et moi, je l'ai ressenti comme ça. Je vous dis le vrai, parce que j'ai ressenti ça comme ça. Je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas s'il a éjaculé ou pas,
Mais c'est une vérité. Si je voulais construire, je vous dirais combien de fois, combien de temps exactement, comment ça s'est passé, et je vous décrirai un scénario de film. Et donc, par conséquent, on est confronté à cette lecture-là, qui est la lecture que l'on demande à un témoin. Je vous disais d'entrée de jeu que la victime est juridiquement un témoin quand elle commence cette procédure. Eh bien, finalement, les mots ont du sens. On lui demande de témoigner comme si la scène ne s'était pas passée sur son corps, comme si elle avait une scène qui se déroulait devant elle et que par conséquent, elle devait en donner la description comme celle d'un dessin qu'elle était en train de dessiner. Alors, la difficulté, c'est que nous avons des juges d'instruction, dans leur grande majorité, qui sont dans le déni des conséquences d'un traumatisme comme celui-là, donc qui interprètent d'une façon juridique, donc sans mettre de sens à ce qu'on leur dit, et qui par conséquent déforment. C'est eux qui déforment, c'est pas la victime qui déforme. C'est eux, par un décodeur qui n'est pas le bon décodeur, qui vont déformer ce que dit la victime. Le dernier point qui me semble important à évoquer avec vous, c'est que si jamais la procédure va jusqu'au bout, on va se retrouver devant une cour d'assises. On va se retrouver devant une cour d'assises, donc avec 3 magistrats professionnels et des jurés tirés au sort sur liste électorale. Alors là, on aura beau former l'ENM en tout entier et tous les magistrats de la création, on aura quand même face à nous des gens tirés au sort sur liste électorale avec leur représentation de ce que doit être une victime, de ce qu'elle doit dire, de ce qu'elle ne doit pas dire, de ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. D'où la nécessité d'être assisté d'un avocat qui puisse expliquer, qui soit extrêmement spécialisé, et qui puisse expliquer pourquoi la victime a réagi de telle façon, pourquoi elle n'a pas réagi de telle façon, et ce qui a pu se passer à tel et tel moment. Et donc, si en face de nous, on a, comme le disait Madame l'expert, des avocats pénalistes extrêmement formés aux procédures, il ne faut pas oublier qu'on est dans une procédure de stratégie. Ce n'est pas parce que je suis victime qu'on va m'entendre plus que la partie adverse, c'est l'inverse. On va m'entendre moins que la partie adverse. Ce n'est pas le procureur de la République qui va défendre la victime, parce que le procureur de la République, il défend la société et il défend l'institution, et parce qu'il faut se dire que c'est le fait qui crée du droit, et ce n'est pas le droit qui crée du fait. Et qui va donner corps au fait? C'est la victime. Qui va pouvoir s'expliquer sur ce qui s'est déroulé? C'est la victime. Et qui va devoir être en capacité de pas à pas et pied à pied, puisque devant une cour d'assises, on reconstruit le dossier. Tout ce qui a été fait pendant 2 ans est mis de côté et on doit tout redire. On doit tout redire avec différents degrés de témoignage. On a une nouvelle fois le témoignage des faits, le témoignage du ressenti des faits, le témoignage de pourquoi maintenant j'interprète les faits de cette façon-là, et qu'est-ce que j'attends du procès. Donc on a 4 degrés de témoignage, il faut savoir les tenir, il faut savoir ne pas les mélanger. J'ai analysé ces 4 degrés de témoignage, aucun magistrat ne vous le dira, et aucun code de procédure ne l'a indiqué. Mais c'est à peu près comme ça que ça se joue, et c'est donc la victime qui a les clés de l'audience, et c'est elle qui doit les avoir. Et le challenge, c'est de les avoir en fin de course. Voilà notre objectif lorsque les post-plaintes, lorsqu'elles entrent dans le cabinet, et lorsqu'après on va se retrouver 3 ans après, toujours ensemble devant la cour d'assises. Et peut-être que Claudine pourra vous dire quelques mots de ce qu'est justement une cour d'assises.